Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme annoncé dans l'émission, au début de l'émission de ces jours, nous recevons dans cette émission Maître Bakumba, avocat conseil de la SENCO. Lors du discours de clôture des travaux de l'arrangement particulier portant mesures de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain à Kinshasa, la SENCO par son président avait annoncé la fin des bons offices. En soulignant que fidèle à sa mission prophétique, la SENCO est décidée d'accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est dans cette ligne que la SENCO a fait une déclaration le vendredi 22 avril 2017 au sujet de ce qui se passe dans les pays. Cette déclaration a suscité tant de réactions. Les archevêques, les évêques ont-ils raison de faire des déclarations à ce sujet? Nous allons en parler dans l'émission de ce jour, comme annoncé avec Maître Bakumba, avocat conseil de la SENCO. Maître, bonjour. Bonjour révérende. Maître, merci de votre disponibilité dans l'émission de ce jour. Nous vous avons déjà accueilli dans cette émission. Avec vous, on a parlé en long et en large sur l'accord, mais le temps oblige qu'on puisse y revenir. Vous avez suivi, vous et moi, la déclaration de nos pères évêques et la réaction qui s'est suscitée dans la classe politique congolaise. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration? Merci révérende pour la question. Je pense que le message des évêques a été très clair. Les évêques ont souligné un certain nombre de points qu'ils ont appelés acquis par rapport à l'accord du 31 décembre 2016. Ces acquis ne nécessitent pas forcément la signature d'un arrangement particulier pour pouvoir être mis en œuvre. Il était tellement important que cette précision-là soit donnée. En plus, les évêques qui ont l'autorité morale sur l'accord, et ça personne ne peut l'interdire, les évêques ont l'autorité morale sur l'accord parce que c'est un accord qui résulte des médiations, des bons offices qu'ils ont assurés en tant que tels, et en cette qualité-là, ils sont appelés chaque fois à recadrer la question des mises en œuvre de cet accord. Parce qu'on ne doit pas oublier, la mise en œuvre complète de cet accord est une réussite pour la SENCO. Maître, vous dites que la SENCO a l'autorité morale sur l'accord de Saint-Sylvestre, et pourtant, dans les réactions, on dit que la SENCO, du fait qu'elle a déjà bouclé donc la médiation des bons offices, d'office, il ne doit pas parler. D'ailleurs, une plateforme politique dit la posture inconstitutionnelle de la SENCO dans cette interprétation curieuse de la situation politique de notre pays apparaît comme une attitude de concurrence déloyale vis-à-vis de l'institution présidente de la République. Quelle est votre analyse à ce sujet? Révérende, vous savez, il n'y a de choses qui ne peuvent s'expliquer qu'au Congo. Et c'est à la fois aberrant et décevant d'entendre toutes ces déclarations, dont celle dont vous faites allusion, révérende. Pour un petit rappel, les évêques ont une mission prophétique de par leur sacerdoce. Et cette mission prophétique n'émane d'aucune norme régalienne, s'il vous plaît. La conférence épiscopale nationale du Congo est une émanation canonique. Si elle a pris la forme d'une association sans but lucratif, c'est simplement pour des raisons de conformité avec le droit régalien, parce que nous devons évoluer dans la conformité avec la loi. Mais l'émanation, c'est le droit canon. Donc c'est sur base d'un décret papal que la SENCO a été créée. Et la SENCO n'est pas une institution étatique à en croire. Quel défi, quelle concurrence déloyale. La SENCO, en tant que tel organisme privé émanant de droit canonique sur base du décret papal,
peut arriver à conquérir, à défier les différentes institutions du pays. Révérende, étatiquement, nous avons le président de la République comme institution, nous avons le Parlement avec sa bicaméralité, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons les cours et tribunaux. Voilà les institutions du pays, et les gouvernements bien sûr, voilà les institutions du pays. Aucunement, la SENCO ne pourrait devenir institution étatique. Mais il convient qu'on apporte une autre précision détail, parce qu'il est fait une grande confusion de ce dont on croit être la mission des bons offices des évêques. Il faudrait savoir qu'il y a une mission de bons offices permanente qui découle de la résultante qui est la mission prophétique des évêques. Et il y a une mission des bons offices qui a été, du point de vue régalien, accordée ou donnée aux évêques par le chef de l'État en tant que garant des institutions. Alors, il faut faire la part des choses entre la permanence de la mission des évêques qui résulte de la mission prophétique dont ils sont revêtus et de la ponctualité de la mission qui est venue du chef de l'État comme garant de la nation. De sorte que, en faisant rapport au chef de l'État de ce qu'a été le déroulement des assises au niveau du centre interdiocésain, la SENCO a mis fin à une mission de bons offices qui a découlé d'une résultante claire du mandat qui leur avait été accordé par le chef de l'État pour ce faire. Alors que la mission prophétique de quoi émane ou découle la permanence de bons offices dont ils sont censés assurer comme telle, cette mission continue. Et c'est en ce sens-là que nos pères évêques arrivent chaque fois à interpeller, lorsqu'il y a des crises, arrivent à interpeller lorsqu'il y a crise politique au niveau de la RDC. Vous allez encore vous rappeler, révérende, pour prouver la résultante de la mission prophétique des évêques, nous sommes au mois de juin. À l'instar de toutes les autres années, le mois de juin 2016, il y a eu un message à l'issue de l'assemblée plénière des évêques de la SENCO. Ce message est intitulé « Appel à la responsabilité des acteurs politiques pour la sauvegarde de la nation ». C'est un message qui est publié dans le site internet de la SENCO. C'est un message, on peut en trouver bien sûr, c'est un message qui a été distribué aux acteurs sociopolitiques de la RDC. Parce que lors de cette plénière, les évêques ont reçu les différents acteurs, ont échangé avec eux sur la crise qui sévit notre pays, et une crise qui a été plus grave l'année 2016, vous vous rappellerez, révérende. À cette occasion, les évêques ont dit ceci à la fin de ces messages. Je rappelle que nous sommes encore au mois de juin 2016. Les évêques disent ceci en termes de conclusion. Pour notre part, nous organiserons de moments de prière pour un processus électoral apaisé dans tous les diocèses de notre pays et veillerons à sauvegarder la liberté et la neutralité de l'Église contre toute forme de récupération. En outre, fidèles à notre mission, nous attendons prendre des initiatives pour susciter une plus grande conscience citoyenne afin d'obtenir, dans le respect de la Constitution, un consensus politique pour des élections libres, démocratiques en République démocratique du Congo. C'est le point 13. Je m'en vais au point 15. Au regard du dialogue qui tarde à se concrétiser, nous proposons notre sollicitude pastorale en appui aux facilitateurs nommés pour favoriser les rapprochements entre les acteurs politiques congolais et obtenir ainsi la tenue de ces dialogues attendus. Ces deux paragraphes de la conclusion de message des évêques d'appel à la responsabilité aux acteurs sociopolitiques est bien clair tel que vous l'avez suivi, révérende. Donc la sollicitude pastorale
qui résulte de la mission prophétique dont disposent les évêques de par leur sacerdoce en tant que pasteur, ça ne peut être pris des quiconques, ça ne peut émaner des quiconques si ce n'est que le Christ notre Seigneur. Donc il faudrait que tout le peuple, il faudrait que nos acteurs sociopolitiques reviennent à l'évidence pour faire la part des choses. Ne pas confondre la résultante mission prophétique des évêques à la résultante mandat donné par les chefs de l'État pour assurer les bons offices. Cela est une précision de taille révérende. Merci beaucoup, maître, pour les explications que vous venez de donner. Avant de revenir chez vous, nous allons partir chez l'abbé Georges Kalenga, secrétaire de la commission affaires juridiques au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous allons interroger l'abbé s'il va nous dire si dans les droits canoniques, il existe un article qui donne pouvoir aux évêques et archevêques et aux prêtres de s'impliquer dans tout ce qui se passe dans leur pays. Il s'est effectivement de fixer l'opinion et plus particulièrement tranquilliser la conscience de nos frères et nos sœurs catholiques quant à savoir si les évêques ont le droit de pouvoir parler des réalités sociopolitiques. Effectivement, les évêques ne pourraient pas s'aventurer à aborder une question comme celle-là si elle n'était pas prévue par le droit. Et même sur le plan civil, nous voyons bien qu'ils ne peuvent pas prendre position en allant à l'encontre des droits ou en allant à l'encontre de la Constitution. Et encore moins, ils ne peuvent pas prendre position en déconsidérant leur système juridique que le droit canon. Effectivement, dans le code de droit canonique, il sied de le souligner, les évêques, les pasteurs, l'Église, ils ont le pouvoir de parler des réalités sociopolitiques. Cela part au fait du canon 747 pour bien fixer ceux qui ont le code de droit canonique. On peut bien le lire. Il a 2 paragraphes. Le premier paragraphe nous dit ceci: l'Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi, afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l'Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres. Là, c'est le paragraphe 1. Et le paragraphe 2 dit: il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute la réalité humaine dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes. Donc ça, c'est le canon 747, paragraphe 1 et paragraphe 2. Nous voyons là que le pouvoir par lequel ils parlent, ce n'est pas un pouvoir qui leur est concédé par une autorité humaine quelconque. C'est le pouvoir qui vient de Dieu lui-même. Et ce pouvoir fait qu'ils peuvent aborder les questions purement spirituelles, mais aussi toutes questions qui concernent les réalités humaines, et plus particulièrement quand il y va des droits fondamentaux de la personne humaine, quand il y va de la dignité de la personne humaine, quand il y va de la paix, quand il y va de la vie. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre la dernière déclaration de nos pères les évêques. D'ailleurs, le titre tiré de 2 Timothée chapitre 4 verset 2 proclame la parole à temps et à contre-temps, avec une patience inlassable
avec le souci d'instruire. Et donc, ce que nous avons pu considérer dans le Code fait écho à cela. C'est un droit, devoir pour les évêques, de pouvoir annoncer la parole, de pouvoir annoncer les vérités. Et c'est là que c'est surprenant qu'on puisse entendre la récupération de certaines vieilles expressions telles à César ce qui est à César, pour dire que c'est intolérable au fait que les évêques prennent parole en cette matière, et surtout quand on considère le contexte d'aujourd'hui, ce n'est pas compréhensible, parce que les évêques ont pu mener une mission de bons offices. Et après, ils se sont dégagés de cette mission de bons offices. Ils restent avec leur mission prophétique. Et de là, ils ne peuvent que prendre position en tant que tout d'abord citoyens congolais, et bien plus en tant que pasteurs. D'où leur déclaration. Mais alors, aller dire à César ce qui est à César, on se demande ce que cela peut signifier, parce que c'est une expression lourde de sens et qui ne peut pas être utilisée dans n'importe quel contexte. On ne peut pas nous dire que cette expression c'est un décret de César, non. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et quand Jésus a dit cela, c'est en connaissance des causes. Ceux qui utilisent cette expression, qu'ils aillent se demander que signifiait pour les Juifs, les pharisiens, la figure de César. On peut bien se le dire. Pour eux, César, c'était la figure de l'occupant, le colon, celui qui exploite, celui qui domine. Et on demandait à Jésus, au fait, est-ce que tu es pour César ou bien tu es contre lui? Et lui n'a pas pris position pour dire qu'il est pour César ou contre César. Il les renvoie à leur conscience, à leur responsabilité, en disant tout simplement à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et aller récupérer cette expression aujourd'hui, c'est comme qui dirait que non, voilà, s'il y a un dominateur quelque part, il y a un qui exploite les autres quelque part, il faudrait que les évêques se taisent, parce que à lui appartient un tel ou tel pouvoir. Ah non. Non, ce serait induire les gens en erreur. Voilà, maître, nous revenons encore chez vous. Les évêques, dans leur déclaration, disent que la nomination de l'actuel Premier ministre, Bruno Tshibala, est une entorse pour l'accord de la Saint-Sylvestre. Nos pères dans la foi ont-ils raison d'affirmer cela? Eh bien, merci, révérende. Vous savez, révérende, avant de répondre à cette question, je veux devoir me faire une petite gymnastique des raisonnements, parce que j'ai l'impression que les acteurs sociopolitiques de notre pays sont plus épris des intérêts égoïstes et ne regardent pas la souffrance du peuple. Et ils ne peuvent pas non plus s'attaquer aux pasteurs, ceux qui sont chaque fois à côté de cette population, ceux qui souffrent avec cette population. Je vous apprends que des évêques de Kassa, ils sont à Kinshasa, parce qu'ils ne savent pas regagner leur contrée, leur diocèse, à cause de ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des morts, vous savez qu'il y a des viols, vous savez qu'il y a toutes sortes de violations de droits de l'homme avec ce qui se passe de ces côtés-là. Et les évêques, nos pasteurs, sont ceux qui sont à côté de cette population qui souffre de tous ces affres-là. Et il était donc important que je puisse préciser que lorsque le message, la déclaration des évêques est sortie, regardez la liesse qu'il y a eu au niveau de nos populations. Surquiller les avenues de Kinshasa. Je ne parle que d'ici parce que je ne suis pas allé ailleurs. Surquiller les avenues de Kinshasa, surquiller les rues, surquiller les maisons. Vous verrez la manière dont la population a accueilli cette déclaration. Mais justement, c'est ça le paradoxe. Si je parle de ça, parce qu'évidemment, contrairement à cette population, quand vous regardez notre classe politique, soit-il de la majorité comme de l'opposition, mais vous trouvez que c'est tout le monde qui n'est pas d'accord avec cette déclaration. Alors que cette classe politique s'est dit chaque fois parler au nom du peuple.
ne se trouve-t-elle pas en déphasage avec ces peuples-là, qui a bien accueilli la déclaration des évêques, alors que tous, au niveau de classe politique, sont contre ces déclarations-là? Donc, ceci est un paradoxe important que j'ai voulu amener les uns et les autres à pouvoir mettre en évidence pour réfléchir et essayer d'analyser des critères des différentes déclarations politiques qui se font contre la déclaration de la SENCO. J'en viens maintenant, révérende, en ce qui concerne le Premier ministre Bruno. Vous savez, Monsieur l'abbé, secrétaire général de la SENCO, je précise, qui est le porte-parole des évêques réunis en plénière. Il ne parle pas pour son compte, il porte la parole de pères évêques. Vous l'avez suivi. Rapportant cette parole des pères évêques, il a dit que les évêques n'ont aucun problème avec le Premier ministre Bruno Tshibala. Ça aurait été lui, ça aurait été une autre personne, ça aurait été Félix Tshisekedi, ça aurait été n'importe qui d'autre. S'il y a un torse, par rapport au fait que les évêques ont l'autorité morale, la SENCO a l'autorité morale sur l'accord de la Saint-Sylvestre, il est important et il était indiqué qu'il en dise quelque chose. En très petits mots, voilà ce que les évêques reprochent dans la procédure de nomination de M. Bruno Tshibala. L'accord dit que le Premier ministre est présenté par l'opposition politique non signateur de l'accord du 18 octobre 2016 bar Rassemblement, nommé par les chefs de l'État à la suite, conformément à la Constitution, donc à l'article 78 de la Constitution. J'aimerais préciser, l'organisation interne au sein du rassemblement du vivant de défunt Étienne Tshisekedi qui a mis tout le monde d'accord, il y avait un chef de délégation. Tous ces gens compris, ceux qui sont dissidents, jusqu'au dernier jour, le jour où il y a eu le discours de clôture par son Excellence Monseigneur le Président, des échanges sur l'arrangement particulier. Le rassemblement ne s'est présenté devant la SENCO qu'encore réuni. Les divisions étaient à constater plutôt dehors. À l'intérieur de la salle, dans les différents échanges avec les évêques, il n'y avait qu'un seul rassemblement avec un seul chef de délégation, à l'occurrence M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Que les choses se soient faites sans qu'il ne soit consulté dans le cadre de l'application de l'accord, on précise bien, personne n'interdit au chef de l'État de consulter, c'est son pouvoir vraiment le plus légitime. Il consulte quand il veut, il est le garant de la nation, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Les évêques, ils sont responsables, intellectuels, et je vous dis, ils ont des connaissances diverses, rassurez-vous. Ils ne peuvent pas, ils savent dire au chef de l'État qu'il n'a pas le droit de consulter. Seulement les évêques disent, la conformité à l'article 78 de la Constitution a une prémisse. La prémisse, c'est la présentation par les rassemblements, la nomination par les chefs de l'État. C'est ça ce que l'accord ajoute à cette constitution-là. Et que pour consulter les rassemblements, il fallait à tout prix échanger avec celui qui a été le chef de la délégation. Les uns et les autres qui affirment aujourd'hui que le rassemblement a été dûment constitué, peuvent-ils affirmer du point de vue des droits que c'est les rassemblements El Olengankoy ou El Félix Tshisekedi qui a tous les documents juridiques requis pour être pris en tant que tel? Je voudrais préciser une chose, la survie du rassemblement comme plateforme politique n'a de quintessence que lorsqu'il a été accepté en tant que tel comme partie prenante aux discussions de la SENCO et que l'accord du 31 décembre 2016 a considéré les rassemblements comme plateforme politique, étant donné que cela
est un acte juridique, n'est-ce pas, qui confère à cette plateforme-là des droits et des obligations. Et ici, c'est le droit de présenter un Premier ministre. Donc, en tant que tel, on ne pouvait pas considérer que les chefs de l'État pouvaient consulter en dehors de celui qui a été le chef de délégation de cette plateforme non divisée au niveau de la SENCO. Maître, merci beaucoup. Je vous ai bien suivi. Je me pose la question de savoir à ce point nous sommes arrivés. On est dans l'impasse. Il faut revenir en arrière pour signer les arrangements particuliers. Il faut avancer avec le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce que vous proposez? Je venais de dire au début de cette émission révérende qu'il y a des acquis. Lorsqu'on regarde, parce qu'il y aura un travail qui sera fait pour sensibiliser la population, pour que la population s'approprie au fait de son accord, qui est l'accord du 31 décembre 2016. La SENCO s'y mettra, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a l'autorité morale sur cet accord, et toute personne, tous les partenaires épris de bonne foi, je pense qu'ils pourront accompagner la SENCO à faire ce grand travail. J'ai précisé que il y a des dispositions de cet accord qui a été accepté par notre population, qui ne requiert pas une signature préalable de l'arrangement particulier pour être appliqué. Les